Vous cherchez à penser différemment? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 382. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate, que vous avez des idées, des projets, des envies de faire des choses, que vous allez oser faire des choses, comme mon grand mot de la semaine, mais même du mois. Aujourd'hui, oser quoi? Oser finalement penser différemment, penser que dans une entreprise, finalement la taille, grossir à tout prix n'est peut-être pas la bonne idée. Vous savez, c'est cette idée un petit peu aussi de revenir sur le minimalisme, de se dire que finalement small is the new big, voilà, et que peut-être on peut se contenter d'avoir une taille plus petite, plus raisonnable, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des millions et des millions, d'avoir des milliers de salariés pour finalement avoir une entreprise profitable, intéressante et qui a un but intéressant. Alors voilà, si tout ça vous questionne, un livre, le livre que je vous recommande, parce que c'est le mercredi, c'est le jour des livres, c'est le livre Company of One de Paul Jarvis. Alors Paul Jarvis, c'est un designer, donc auteur, blogueur, il a des formations en ligne, notamment une formation sur Mailchimp qui est assez connue, mais il a aussi d'autres produits à côté, d'autres petites formations, des choses comme ça, une formation sur le freelancing aussi, et dans son livre Company of One, en fait, il continue à explorer cette idée-là, finalement, de dire, que small is the new big, et que il veut remettre en cause l'idée dominante que grossir à tout prix est la solution à tout, que quand une entreprise doit se développer, il faut absolument grossir, et en fait, dans son livre, il va présenter des exemples, un état d'esprit de personnes, d'entreprises qui ont choisi de garder une taille raisonnable, qui ont préféré l'agilité plutôt que grossir à tout prix, qui ont préféré se restreindre sur certains services, sur certaines choses, plutôt que de grossir, d'embaucher plein de gens pour résoudre de nouveaux problèmes, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de grossir, on crée de nouveaux problèmes, et on essaye de résoudre ces problèmes en essayant de grossir, d'embaucher de nouvelles personnes qui en font grossir encore les problèmes, etc. Et finalement, on perd un petit peu, quelque part, l'état d'esprit, ou en tout cas le but qu'on s'était fixé, et on en vient à avoir des mastodontes qu'on a du mal à gérer. Alors il cite divers exemples. Dans l'exemple, je vous avais parlé du livre Rework dans l'épisode 372, en fait il cite Rework et Basecamp, qui est la société de l'auteur, les auteurs de Rework ont lancé Basecamp, qui applique ces méthodes-là, sauf que la différence qui est intéressante, c'est que Rework est un livre qui a 10 ans à peu près, je vous avais dit, et qui montre qu'en fait il y a d'autres sociétés qui sont allées sur le même chemin. Alors il y a des sociétés que vous connaissez peut-être, vous utilisez peut-être les services, une société par exemple comme Buffer, et typiquement ce genre de société là où Buffer, finalement on se rend compte que c'est pas une société. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'attention, Company of One n'est pas forcément une société d'une personne, d'un freelance. Buffer, c'est une société qui a quelques dizaines de salariés, mais qui a choisi de ne pas en avoir des centaines, qui a choisi de ne pas avoir une équipe très grosse. Il cite aussi Mailchimp. Alors Mailchimp, attention, on est au demi-milliard de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, peut-être, mais qui n'a pas non plus des milliers de salariés, vous voyez, je sais même pas s'ils ont une centaine de salariés d'ailleurs chez Mailchimp, je me rappelle pas le chiffre qu'ils donnent dans le livre, mais qui montre qu'en fait, ils ont choisi en étant agiles, en ayant vraiment focus sur certains métiers qu'ils voulaient faire. Et encore, je trouve que Mailchimp, ils sont un petit peu éloignés de certaines choses, mais ils étaient partis sur le mail et puis ils vont sur du marketing un peu plus large, mais en disant que finalement, on peut grossir, on peut avoir une société qui est très profitable, mais sans aussi chercher forcément à faire toujours plus. Une company of one, en fait, n'est pas forcément un freelance, ce que je vous disais, ça peut être un freelance, ça peut être un intrapreneur aussi, quelqu'un par exemple qui dans une entreprise va lancer des projets, qui va développer un projet au sein d'une entreprise. Ça peut être une société elle-même, mais qui a choisi de ne pas être extrêmement grosse, de ne pas aller chercher des millions, notamment d'aller chercher des investisseurs à tout prix. Le cas de Buffer par exemple est assez intéressant, où il montre par exemple que les associés de départ se sont séparés à un moment donné parce qu'il a fallu faire des choix entre grossir tout le temps et puis finalement garder une taille plus raisonnable, mais dans lequel ils avaient en fait un modèle de société qui leur convenait plus, parce que c'est ça qui est intéressant dans Company of One, finalement, c'est qu'il explore une idée qui est de dire, il n'y a pas forcément que les très grosses entreprises, que les très grosses sociétés. Certes, il y a des mastodontes qui existent, et je pense que l'économie a d'ailleurs besoin de ces gros mastodontes. Il y a des projets qui ne peuvent être montés que par des mastodontes. C'est ce que je dis. Si vous voulez fabriquer des avions, Boeing, Airbus, etc., sont forcément des mastodontes, mais qui derrière sont accompagnés par plein d'autres petites structures et des structures moyennes. Mais dessous, il y a encore des petites structures. Et en fait,
nous avons dans notre monde, et c'est peut-être aussi un petit peu le tort de la France d'ailleurs, qui est un petit peu, qui a des soucis là-dessus, on pourrait se dire que finalement dans le monde, il y a plein d'entreprises qui reviennent à une idée qui ont presque de l'artisanat. Vous voyez, de l'artisanat, c'est pas forcément des sociétés de dizaines de personnes, mais c'est des sociétés qui ont 3, 4, 5 personnes, ou alors 2, 3 personnes, plus des freelances qui viennent les accompagner, mais qui vont monter un projet qui est vraiment très sur un focus vraiment très précis, et qui vont aussi essayer, et pour certaines, ce qui est très intéressant, de garder un équilibre entre la taille de l'entreprise, finalement de dire le créateur il a envie de travailler sur le projet de départ. Souvent vous avez des entreprises où le créateur finit par travailler sur tout sauf ce qu'il voulait faire au départ. En fait, il questionne notamment aussi l'idée de la passion, ce qui est intéressant de dire vous avez un projet qui se lance, ça fonctionne, vous avez une passion pour ce projet-là, et en fait, à force de grossir, vous ne travaillez plus sur ce projet-là qui vous passionne, vous travaillez sur la gestion de tout ce qui se passe autour. Et c'est des choses que j'ai vues par exemple chez des entrepreneurs qui montent des entreprises, qui ont des dizaines de salariés au bout d'un moment, et finalement au bout d'un moment, la personne dit j'en suis parti parce que je me suis retrouvé non plus à gérer le métier qui me plaisait, c'est-à-dire par exemple de vendre en ligne un produit, tel ou tel produit, mais à gérer finalement tous les problèmes entre les personnes pour qui, elles, se mettaient à vendre le produit qui finalement faisait ce que moi j'avais envie de faire. Et vous voyez, c'est un petit peu cette logique-là. C'est une approche assez minimaliste de l'entrepreneuriat. Paul Jarvis donne son exemple d'ailleurs, où il dit que il démarre par une histoire qui est de dire que ils ont déménagé pour quitter Vancouver, parce qu'il est canadien, de quitter Vancouver pour aller dans une petite île plus reculée, etc. et aussi profiter différemment de la vie. Ils montrent des exemples de personnes qui décident de faire le tour du monde, de voyager tout en ayant des projets autour d'eux qui leur permettent de vivre. Ils parlent de vitesse, de simplicité, ils parlent d'agilité, ils parlent aussi de gens qui ont décidé de dire on part 3 mois en vacances par an, sans forcément chercher à grossir toujours plus. Plutôt que de chercher à grossir plus, et au bout d'un moment, on arrête et on part en vacances où on se débrouille dans l'année pour faire un chiffre d'affaires maximum, et puis à côté de ça, on profite de la vie, on va travailler sur des projets qui nous intéressent, ça peut être caritatif ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi de s'occuper de sa famille, ça peut être de passion, etc. Et c'est assez intéressant dans cette démarche-là, c'est une démarche vraiment plus minimaliste, on va dire, de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise. Alors je l'ai pas fini, donc je vous le dis, il y a je peux pas vous dire la fin, comment ça se termine, mais bien sûr il y a des plans sur Starting Company of One, par exemple, le dernier chapitre, c'est comment on peut démarrer. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui est très intéressant, c'est le modèle, comment Paul Jarvis fonctionne. Il explique assez franchement qu'il y a des choses il s'est planté sur certains projets, sur certaines manières de faire des choses. Il explique son équilibre entre ce qu'il fait en tant que créateur de solutions en ligne, en tant que freelance, en tant que designer, etc. Tout ce qu'il a pu faire dans ce domaine-là. Et le livre, par exemple, ne vient pas tout seul, en fait. Le livre, si vous pouvez acheter le livre tout simplement, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez aussi, sur son site, il a fait en fait un site avec une formation en ligne et même un bout de communauté en disant vous pouvez, si l'idée qui est développée dans le livre vous intéresse et si vous voulez en discuter, si vous voulez creuser, j'ai fait une formation en ligne pour vous aider à démarrer une structure comme ça, ou vous conformer dans ce type de structure là, et même un espace dans lequel il y a d'autres personnes qui se retrouvent et dans lequel on va pouvoir discuter de ça. Et vous voyez, c'est un aspect qui je trouve extrêmement pertinent et très intéressant, c'est de dire que finalement le livre est un objet terminé en soi, sur l'aspect comme ça, il est terminé en soi, mais derrière il lui donne une seconde vie. Enfin, en tout cas, il lui donne un nouveau palier, qui est de dire, à côté de ça, vous avez une formation en ligne pour compléter, qui vous pouvez acheter seul d'ailleurs sans avoir lu le livre, mais si vous avez lu le livre, il vous fait une réduction assez intéressante d'ailleurs sur la formation elle-même. Et puis vous avez un espace communautaire pour continuer et finalement pour appliquer les méthodes qu'il y a dans le livre. Et je trouve ça intéressant parce que c'est de se dire, finalement, on a des livres qui vous donnent des grandes idées, qui vous donnent envie de faire des choses, mais derrière, vous savez pas trop comment faire les choses. Et lui, en fait, il vous dit, si vous voulez faire les choses, si vous avez besoin d'aide pour faire les choses, j'ai aussi des services pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui vend à côté. Et donc, finalement, ça vous montre une manière de gérer ça, de gérer finalement, ce que lui, sa compagnie of one à lui, qui vraiment autour de sa personne, et puis d'aide qu'il peut avoir, de freelance, de projets, etc. autour de lui, mais de dire aussi, c'est une autre manière de développer ses projets, une autre manière aussi d'écrire, de se dire que finalement, il n'y a pas que
une manière simple, une seule manière d'écrire, de développer des entreprises. Ah oui, j'ai aussi oublié de citer, par exemple, il cite beaucoup le Nathan Berry de ConvertKit, qui avait commencé par exemple en vendant un livre sur Evernote, qui avait aussi ce modèle-là, vous voyez, de comment on mêle livre et formation, et ConvertKit aussi montre comment ça fonctionne, etc. Et donc, c'est vraiment une manière de réfléchir différemment. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez une petite envie de créer quelque chose, etc., mais que vous ne sentez pas l'âme de devoir gérer des gens en pagaille, etc., je pense que Company of One peut être intéressant. Alors, le livre est sorti il y a quelques temps, pour l'instant vous le trouverez qu'en version anglaise. D'ailleurs sur Amazon, je vous le dis, on le trouve curieusement dans 2 versions qui ont pas le même prix. Hein, voilà, je mettrai les liens vers Amazon et vous trouvez aussi sur Kobo. Ils ont pas tout à fait le même prix. Il y a une petite différence de quelques centaines de mots. Je pense que ça réside en fait dans un truc tout simple, c'est qu'il y a la version anglaise que lui vend directement, où il y a les plateformes, et puis il y a la version, la version américaine, il y a la version anglaise. Je crois que c'est des questions d'éditeur, en fait, tout simplement. Moi, je me rends compte que j'ai chopé la version qui, a priori, est plutôt la version pour l'Angleterre, et à côté de ça, il doit y avoir une version qui est plutôt américaine, on va dire. Je pense que c'est ce qui fait la différence, mais bizarrement, ça fait aussi une différence de prix et une différence de couverture. Voilà, donc vous pouvez choisir la couverture qui vous plaira le plus. En tout cas, ça change pas le contenu du livre parce que j'ai comparé un petit peu les choses. Il y a des livres où des fois ça change un petit peu le contenu, et ben là c'est pas le cas. Voilà, c'était donc ma recommandation lecture. Moi je vais retourner à ma lecture aujourd'hui d'ailleurs, et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.